Hello les rabards, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de novembre 2022. Alors voilà, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis en retard d'une semaine sur mes vidéos pour ce mois-ci. La faute au marché de Noël que j'ai fait effectivement début décembre et qui m'a pris beaucoup d'énergie, donc je n'ai pas eu le temps de faire comme je voulais en début de mois. Bref, pour le mois de novembre, j'ai 16 ouvrages à vous présenter, donc un petit peu toutes catégories confondues, puisque j'ai lu pas mal d'albums de Noël pour enfants, et quelques romans et autres aussi. Donc j'ai hâte de vous présenter ça parce que le mois a été quand même très agréable niveau lecture. Alors, j'ai commencé le mois de novembre avec une lecture que j'avais à peine commencé en fait au mois d'octobre. C'est sur un livre audio, donc Ça peut s'arrêter de Gilles Le Garnier, lu par Clémentine Domptel. C'est une relecture, enfin une réécoute pour moi puisque j'avais déjà lu et écouté cette histoire, mais ça m'a fait du bien, je suis en pleine cure de Gilles Le Garnier si vous voulez. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup et j'ai vraiment apprécié la narration par Clémentine Domptel. Bon, voilà, c'est une histoire qui me touche beaucoup dans cette femme qui se fait larguer par son chéri et puis qui voit effectivement tous ses espérances se voler en éclats, elle se fait virer de chez elle, enfin bref, et elle veut se venger. Donc voilà, c'est un peu la remise en question de tout, et puis encore une fois, voilà, Gilles Le Garnier sait très bien se mettre dans la peau d'une femme, donc c'est toujours un plaisir, c'est beaucoup d'humour. On cautionne pas forcément tout ce que fait le personnage, mais je trouve qu'il y a une belle évolution au niveau psychologique, donc moi je recommande quasiment tous les bouquins de Gilles Le Garnier, donc voilà. À la suite de ça, comme j'avais déjà pas mal de services presse qui m'attendaient, j'ai eu besoin de faire une petite pause et de me retrouver dans des lectures que j'appréciais, voilà, j'ai besoin de sortir de cette pression que je me mettais, donc j'ai voulu lire le tome 2 des Liens du cœur de Ninon Hammet, donc Un jour à la fois. Et j'ai tellement apprécié en fait que j'ai enchaîné avec Une question de choix, le tome 3. Et en fait c'est... Alors j'avais lu Garder le contrôle, le tome 1, il y a quelques semaines, quelques mois je crois. J'avais beaucoup apprécié, mais en fait plus la série va, plus on aborde des sujets sensibles et plus on est vraiment dans les liens du cœur. Voilà, plus ça nous prend aux tripes, au cœur, à la tête, enfin tout, et en fait on est extrêmement mobilisé, je trouve, émotionnellement avec ces bouquins. En fait c'est ça avec des valeurs qui me sont chères et qui me touchent énormément. On est vraiment au cœur de l'histoire parce qu'on est dans des histoires qui sont difficiles avec des thématiques, voilà, mais on suit vraiment les héros qui vivent des épreuves compliquées et qui doivent apprendre à vivre avec. Et effectivement le tome 3 est un assemblage des deux premiers tomes si on veut. Il y a un lien que je ne peux pas vous expliquer, il faut le lire pour comprendre, mais qui est je trouve magistral et qui est très beau. Enfin voilà, on vibre avec ces histoires, on se laisse toucher de bien des manières, il y a beaucoup de justesse, beaucoup de douceur, de douleur, mais voilà, tout est abordé avec beaucoup de délicatesse et c'est vraiment la grande force je trouve de Ninon Hammet. Et plus ça va, plus je suis en amour de ces bouquins et je pense que ceux-ci, je les ai lus en numérique, mais je suis quasiment sûre qu'un jour ils finiront en papier dans la bibliothèque. Voilà. Ils sont à lire et à découvrir pour les belles valeurs qu'ils véhiculent et pour la manière dont c'est raconté. On vit vraiment avec les personnages, donc à lire, à découvrir. Après ça, donc retour avec la vache des services presse. J'ai lu le tome 1 des Familius, donc Qui a fait ça de Nicolas Doucet, aux éditions, alors là c'est marqué Artege BD, mais c'est l'édition Plein Vent. Et j'ai beaucoup apprécié, j'en ai parlé sur les réseaux, j'étais vraiment contente d'avoir découvert une BD familiale qui peut être lue par tout le monde avec un petit côté cateux qui est vraiment pas déplaisant, au contraire. Et du coup la maison d'édition m'a proposé de m'envoyer la suite et j'ai lu, enfin en tout cas quelques tomes de la suite puisqu'il y a 14 tomes. Et ils m'ont envoyé, si vous avez vu le book haul, les tomes 9, 13 et 14. Et j'ai lu aussi du coup le tome 9 avant de terminer le mois, mais je vous les présente maintenant, c'est plus logique je trouve d'assembler les deux. Et plus ça va, plus ça se bonifie, plus c'est drôle, plus on a des sketchs qu'on pourrait vraiment vivre dans notre quotidien, dans lesquels on peut se retrouver, que ce soit du côté de la maman ou des enfants. Enfin voilà, c'est fun, c'est simple, c'est drôle, et en même temps je trouve qu'il y a ce petit quelque chose qui nous fait réfléchir justement sur ce quotidien et qui nous permet de nous élever peut-être un peu. Donc voilà, c'est familial, c'est sympathique et pourtant il y a un petit plus quand même dedans, donc c'est vraiment, je vous le conseille. J'ai aussi lu les deux autres bouquins, je vous en parle le mois prochain, mais pour moi c'est un gros succès et je vais, je pense, et me procurer les tomes manquants et les offrir à Noël. J'ai lu aussi un service presse, Nouvelle parabole d'un curé de campagne, histoire à raconter et à méditer de Pierre Trevet. Je m'attendais effectivement à quelque chose d'un peu drôle, d'un peu tout ça, et j'ai été embarquée, oui, par le côté un petit peu drôle au départ, mais surtout par ces paraboles qui sont des historiettes pour vraiment réfléchir sur la Bible, sur les textes, sur la sainteté, sur tout ça.
Et ça a été vraiment hyper agréable parce que surtout sur la deuxième partie on va dire du livre, j'ai retrouvé des textes que j'étais en train de méditer ou que j'avais médité quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, qui m'avaient parfois posé problème et j'ai apprécié d'avoir des paraboles, d'avoir un contenu supplémentaire pour pouvoir mieux effectivement mâcher ces textes et me laisser imprégner par eux. Donc c'est vraiment c'est hyper accessible, ça se lit facilement, même si on a envie de le lire vite, puisque c'est ma tendance, je lis vite. Là, celui-ci nous invite vraiment quand même à lire parfois un paragraphe, 2 paragraphes, quelques pages, mais aussi à poser une fois qu'on a fini une thématique pour vraiment digérer, et ça c'est vraiment chouette. Donc c'est un livre, je pense, qui est autant à lire en une seule fois, enfin à lire comme ça, qu'à repiocher régulièrement et à revenir. Donc c'est vraiment hyper agréable. En plus effectivement c'est accessible, c'est amusant et en même temps c'est beaucoup plus qu'amusant, c'est profond. Donc c'est un vrai plus et j'ai maintenant du coup très envie aussi de me procurer les 3 tomes qui sont déjà sortis parce que ça me parle vraiment et je vous souhaite de pouvoir le lire et de pouvoir vous laisser aussi transporter par ces paraboles qui sont vraiment très utiles et qui restent, je trouve, après parce que ce sont des images de notre temps. Dans les albums de Noël, j'ai lu Le Noël de François d'Assise d'Éloi Leclerc avec des illustrations de Clémence Ménet. Alors, sans surprise, moi qui suis fan du travail de Clémence Ménet, j'ai été transportée par sa manière de représenter les scènes. J'ai trouvé l'histoire sympathique, j'aurais même parfois aimé plus de détails, mais ça c'est mon côté adulte. Je trouve que pour un enfant, c'est... voilà, je vous montre un peu une planche à l'intérieur. Pour un enfant c'est bien accessible, ça laisse toute la place au miracle en soi du Noël de François d'Assise, de la création de la première crèche vivante. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi sur la fin et qui est un gros plus pour moi dans ce livre, c'est d'avoir une explication sur les symboles de Noël. Donc on a effectivement pourquoi il y a une couronne de l'Avent, pourquoi il y a le sapin de Noël, pourquoi il y a la bûche, d'où ça vient et pourquoi on a gardé ces traditions, quel est le symbole de tout ça. Donc ça pour moi c'est effectivement un gros plus qui vient renforcer la très jolie histoire qui est déjà présente effectivement dans ce livre. Donc si vous cherchez un joli album avec des superbes illustrations pour un conte qu'on ne connaît pas tant que ça en fait et qui est très beau à redécouvrir, eh ben foncez là-dessus parce que c'est un petit bijou. Pour poursuivre aussi avec les romans audio, j'ai poursuivi du coup ma saga des Gilles Le Gardinier et j'ai lu J'ai encore menti, lu par Céline Espérin. Alors je me souvenais pas qu'il était aussi drôle, je m'étais dit à l'époque que c'était moyen, voilà, ça m'avait moins parlé, mais j'ai quand même beaucoup rigolé pendant cette réécoute, donc ça a été vraiment un pur plaisir à lire. Cette fois-ci on a une héroïne qui est un peu blasée, qui se ment à elle-même, qui se ment un peu partout, parce qu'elle en a marre et en fait elle va avoir un accident et elle va perdre la mémoire et quand elle se réveille elle a tout perdu. Elle se prend pour une sultane parce qu'elle a un turban sur la tête et du coup elle redécouvre le monde avec une candeur qui est hyper rafraîchissante et qui nous questionne aussi sur notre propre monde et j'ai beaucoup apprécié du coup d'avoir ce côté là effectivement sur la droiture de chacun, sur l'injustice, sur tout ça. C'était vraiment très très chouette et du coup sur le... est-ce qu'on se laisse berner, est-ce qu'on se laisse pas berner, qu'est-ce qu'on fait des choix de notre vie, est-ce qu'on se laisse corrompre ou pas quelque part, et pour ça c'était très chouette, en plus avec des situations très drôles puisque elle redécouvre tout, donc voilà, c'était hyper rafraîchissant et en même temps je trouve que ça fait réfléchir plus loin, donc c'est le propre des livres de Gilles Le Gardinier à mon sens, c'est que c'est une porte d'entrée un peu comique sur quelque chose de beaucoup plus profond. Donc encore une fois un succès pour moi. Avant de rentrer dans la danse des albums de Noël, puisque je crois que j'en ai 3 à vous présenter à la suite après, j'ai lu Malak, le choix de la lumière de Ségolène d'Estremo aux éditions Plamond. Donc ça c'est le tome 1. Et alors c'est un livre qui est indiqué à partir de 10 ans, c'est jeunesse, et moi j'ai flippé. Je vous explique le topo. Malak en fait est un jeu vidéo dans lequel le joueur incarne en fait un ange. Et il doit grimper les échelons, l'échelle de Jacob pour effectivement atteindre l'armée de l'archange Michael. Donc effectivement, si vous voyez le parallèle, voilà, c'est un peu le combat spirituel, tout ça, avec tout un univers qui est mis en place dans ce jeu, qui est très très bien décrit par Ségolène d'Estremo. Et en fait, on a deux frères, on a Simon et Jules, qui du coup reçoivent ce jeu vidéo et vont très vite s'apercevoir en fait que si, il est super prenant, que c'est chouette de jouer en ligne avec d'autres joueurs. Et il y a quand même un gros parallèle à faire avec
avec la vie normale, et que voilà, c'est quelque part le jeu est un peu poreux en fait avec leur vie quotidienne. Et moi du coup ça m'a bien fait flipper parce que bah, je me suis très vite aperçue, j'ai tout de suite fait des parallèles avec la vie spirituelle et j'étais pas tranquille. Donc pour ça je trouve qu'il serait plus peut-être gérable pour des enfants qui ont plus de 14 ans. Mais ça c'est mon ressenti parce que moi effectivement je l'aurais lu à cet âge-là, à 10 ans, je n'aurais pas dormi. Sûrement. Mais parce que je suis hypersensible. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun, mais c'est vraiment un univers qui est très riche, avec une intrigue en plus qui se met en place en dehors du jeu vidéo, puisqu'on suit l'évolution de Simon et Jules par rapport aux jeux vidéo, mais aussi dans leur vie normale, voilà, le choix de la lumière, et qu'est-ce que ça peut influer aussi dans leur vie de famille, tout ça, donc c'est hyper intéressant. C'est très bien pensé de la part de Ségolène Destremo, et c'est très bien mis en intrigue. Enfin, voilà, je suis très fan. Je suis curieuse de voir ce que va donner le tome 2, si on est toujours dans le jeu vidéo, si ça part sur autre chose. Mais vraiment, c'est hyper original et bah, y a de belles leçons en fait à tirer là-dedans. Il y a des passages un peu malaisants de fait pour que la lumière puisse mieux percer. Donc c'était un choix risqué, mais franchement le pari est largement remporté. Engageons-nous maintenant dans la série des albums de Noël. Le premier album de Noël, après effectivement celui que je vous ai déjà montré, et que j'ai lu, c'est La promesse de Noël d'Isabelle Chevillard, donc mon merveilleux album de l'Avent, aux éditions Emmanuel Jeunesse. J'ai vraiment beaucoup apprécié celui-ci. Les dessins sont hyper doux, et surtout le gros plus, je vais vous montrer une page. Vous voyez, les dessins sont assez délicats. En fait, on suit un frère et une sœur qui décident de... attendez, je vais mettre comme ça. De faire un chemin jusqu'en haut de la montagne, donc tout le long de l'Avent pour les enfants. Chaque jour il y a une nouvelle étape et du coup on a un petit texte pour suivre effectivement l'histoire, la petite leçon à en tirer. Donc c'est très court, souvent ça fait 2-3 pages maximum, ce qui est je trouve très accessible. Et le gros plus que vous pouvez voir ici, c'est que chaque jour en fait on a une prière. Et ça je trouve que du coup on est vraiment dans un côté spirituel de l'Avent avec les enfants. Et c'est vraiment très chouette parce que bah, c'est précieux. Du coup, on peut vraiment... il y a une petite réflexion effectivement spirituelle en plus et une prière. Donc ça nous ramène toujours à Dieu. Et c'est nous ramener en fait au vrai sens de Noël. Et pour moi, c'est un vrai petit bijou en fait, ce bouquin. Je trouve que c'est un gros plus par rapport aux histoires qu'on peut trouver, qui sont pourtant très bien. Mais c'est le premier album de Noël avec 24 étapes. Du coup qui fait un peu calendrier de l'Avent et qui permet de se recentrer sur la prière et vraiment d'inviter les enfants à inclure la prière pour se préparer à Noël. Ensuite, toujours aux éditions Emmanuel Jeunesse, j'ai lu l'histoire de Noël de Annette Lingen et Martina Hoffman. Je suis très fan de ce qu'elles font les deux. J'avais déjà lu l'histoire de la création et l'histoire de Noé, dont je vous ai un petit peu parlé sur la chaîne, je crois, dans un book haul. Ce que j'aime beaucoup avec les textes de Annette Lingen et puis les dessins de Martina Hoffman, c'est que c'est très doux. Je trouve qu'il y a beaucoup de simplicité, de douceur qui se dégage de ça, tant dans les teintes choisies que dans les personnages représentés. Et ce qui est assez chouette, que j'avais déjà beaucoup apprécié dans les deux autres, c'est que c'est un récit très simplifié, du coup très accessible pour les enfants. Je regrette cependant que dans celui-ci, effectivement, on n'ait pas eu la visitation, on n'ait pas eu le fait que Joseph a choisi de répudier Marie, mais du coup ça peut être un premier aperçu qui est assez sympa pour les enfants, pour leur expliquer en toute simplicité, voilà, et même peut-être pour ceux qui ne... Encore plus peut-être pour ceux qui ne sont peut-être pas proches de la foi, de leur expliquer de manière très simple ce que c'est Noël, et d'où ça vient, bah, je trouve qu'en fait c'est effectivement assez adéquat. Mais mon coup de cœur de cette année, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que voilà, c'est ça. Mon coup de cœur, c'est Raconte-moi la belle histoire de Noël de Inès Doissonville et Amandine Manert. Je m'attendais pas du tout à ça, et d'ailleurs c'est pas bon. C'est aux éditions Artege SNV, je vais trop vite, pardon. Je m'attendais pas du tout à apprécier autant, j'en ai même versé ma larme en fait. On a une vingtaine d'épisodes, de chapitres, et voilà, on a une page comme ça pour expliquer, voilà, donc j'appelle ça des chapitres, mais c'est des doubles pages, des étapes si on veut. Donc ça fait un petit peu moins qu'un calendrier de l'Avent, mais je trouve ça parfait en fait pour monter vers Noël. On a toutes les scènes, effectivement, ce que je reproche dans l'histoire de Noël, on a toutes les scènes, on a que effectivement Marie elle accepte, elle dit son fiat, et que en fait Joseph n'est pas au courant, et qu'il va vouloir la délaisser, que même on a des scènes
on sait pas, c'est pas précisé dans la Bible, mais c'est un peu imaginaire qu'effectivement les gens peuvent commencer à dire mais dis donc Joseph, tu laisses ta femme ou tu laisses ta fiancée, tu t'en occupes plus. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant parce que c'est raconté de manière très simple aux enfants, qu'effectivement bah en fait Jésus il est arrivé, Marie et Joseph n'étaient pas mariés, que Joseph il n'était pas au courant, bah, il n'était pas d'accord avec ça, et que du coup il a dû aussi faire un geste de foi pour ça, et que voilà, donc l'histoire est vraiment très... Enfin, j'ai beaucoup apprécié ce qui avait été présenté, et les dessins d'Amandine Van Herdt sont très doux aussi, très, comment dire, très chaleureux, je trouve. Il y a beaucoup de douceur là-dedans, et bah, la combinaison des deux m'a fait pleurer. Je pleure très rarement dans un bouquin, mais vraiment, je suis hyper émotive pour tout, sauf pour les livres. Donc là, pour vous dire que voilà, sur celui-ci vous pouvez foncer, sur les trois vous pouvez foncer, ce sont vraiment de super bouquins, mais je trouve que celui-ci est le plus complet et le plus accessible pour les enfants, pour leur expliquer de manière juste et complète ce qu'est l'histoire de Noël. Après ça, je me suis plongée dans le tome 3 des Filles du Koala, donc Le secret de Clotilde, d'Isabelle Stock et Juliette Vita-Caro. Alors, c'était trop bien, je suis vraiment contente de pouvoir me replonger à chaque fois dans la troupe des guides et de pouvoir me retrouver avec Hermine et ses copines, enfin, et ses compagnes de guides en fait. Sa troupe, de pouvoir découvrir la vie de camp, la vie de comment c'est au scoutisme, quelles sont les belles valeurs qu'on apprend. Encore une fois, j'apprécie vraiment que les héros ne soient pas parfaits et qu'à partir de leurs défauts, ils puissent grandir et s'améliorer. Pour moi, c'est vraiment précieux. Je trouve que ce sont de belles leçons de vie qu'on enseigne aussi aux jeunes, de leur montrer que voilà, bah, personne n'est parfait, que même les héros de romans ont des défauts, mais que même si on a des défauts, on peut progresser et que c'est aussi à partir de ça qu'on devient meilleur et que ben, c'est pour tout le monde quoi. Donc je trouve ça vraiment chouette. En plus de ça, je trouve l'imaginaire, enfin l'imaginaire si vous voulez, je trouve que c'est hyper intéressant de voir la manière dont Isabelle Stock réussit à créer vraiment la vie de camp, les grands jeux autour de la vie de camp, et puis même les les petites aventures qui se passent entre les filles dans les guides. Enfin, je suis bluffée par cette vie de camp qui est vraiment hyper dynamique, par les dialogues qui sont très vivants. Et puis effectivement, le secret de Clotilde, déjà rien que le titre me disait, j'avais envie de savoir ce que c'était. Donc je suis restée quasiment jusqu'à la fin sans savoir ce que c'était. J'avais deviné à l'avance, mais j'avais tellement d'hypothèses possibles que voilà, il m'a fallu un bon moment de doute avant de réussir à me dire non, c'est ça. Donc c'est hyper prenant. Et encore une fois, voilà, en plus avec les illustrations de Juliette Vita-Caro, je trouve ça hyper sympa. À chaque fois qu'on a un nouveau chapitre qui commence, on a une petite illustration en plus. Je trouve que ça rend... C'est mon autographe. Ça rend le récit encore plus vivant et plus agréable à lire, donc je vous le conseille vraiment. Toute la série est hyper sympa à lire. Après ça, j'ai lu le tome 8 des 4 aventuriers, donc Mascarade à Venise, d'Anne-Sophie Chauvet, avec des illustrations d'Amandine Van Herdt. Alors encore une fois, c'est un tome que j'apprécie beaucoup. Oui, je sais, j'ai commencé qu'au tome 6, et il me manque les 5 premiers tomes, et un jour je vais les avoir. Mais j'apprécie beaucoup cette fratrie, que je trouve hyper vivante, hyper intelligente. Pas caricaturale, et ça vaut aussi pour les méchants que je trouve irréalistes. Alors certes, ça fait un peu gros, enfin comment dire, c'est moins subtil que dans des livres pour adultes, mais je trouve que c'est quand même, effectivement, on n'est pas dans le grand méchant qui, comme dans par exemple Les Indestructibles, va faire un énorme monologue. On est vraiment dans des méchants qui ont des raisons valables et qui osent faire des choses que je ne vois pas, que j'imaginais pas forcément voir dans des livres, pardon, pour enfants. Donc j'apprécie beaucoup, je trouve que le récit est dynamique. J'ai appris beaucoup de choses encore une fois sur Venise, comme j'avais appris sur l'Égypte avant, et même sur l'Alsace dans le tome 6. Donc ça me donne juste envie de voyager, c'est parfait, et puis ben voilà, j'aime la dynamique qu'il y a dans cette fratrie, et je suis hyper contente de voyager avec eux, donc je vous conseille, si vous aimez, pour les jeunes, si vous aimez les bouquins d'aventure, voyager et puis avoir des petites enquêtes et des romans d'aventure comme ça, c'est la série qu'il vous faut. On va arriver sur les 2 dernières lectures que j'ai réussi à clore en fait pour le mois de novembre. La première, c'est La prophétie d'Hélène, tome 1, Le secret des pierres vivantes de Lucie Rose aux éditions Plein Vent. Alors, j'ai été bluffée, c'est un petit coup de cœur ce bouquin. J'ai été bluffée en fait par cet imaginaire d'heroic fantasy qui s'inspire en fait de la Bible, avec une prophétie d'un enfant qui doit advenir et qui régnera dans la désolation. Du coup les royaumes soit acceptent et sont partisans de l'enfant, soit effectivement se battent, font en sorte que cette prophétie ne puisse pas voir le jour. Donc quand la mère,
que la jeune fille en question, dont on ne sait rien, se révèle et effectivement elle tombe enceinte et qu'elle se révèle au monde en tant que mère de cet enfant promis, bah ça déchaîne un petit peu les passions et du coup il va y avoir tout un branle-bas de combat si vous voulez, toute une mise en place autour de ça qui est absolument incroyable et qui fait à la fois office de quête initiatique, de combat entre trucs, donc on est vraiment dans de l'heroic fantasy avec des pouvoirs surnaturels, des paysages qu'on découvre avec des êtres de différentes espèces, de différentes contrées, chacun a sa culture et c'est hyper intéressant. Enfin moi je me suis laissée embarquer dedans. J'ai été aussi très agréablement surprise de voir que c'était des chapitres courts, ce que je trouve assez rare en fantasy. Habituellement ce sont plutôt des longs chapitres et en fait pour un tome 1 il n'est pas si long et l'univers est très très bien décrit en peu de mots. C'est dense mais c'est clair, c'est concis. Et vraiment, enfin, tout est maîtrisé, tout est net et pour ceux qui connaissent effectivement un peu la Bible et qui retrouvent des aspects dedans, c'est juste un pur bonheur. Voilà, en plus de ça, il y a tout l'imaginaire qui est mis en place avec le côté des pouvoirs qui sont faits à partir de la foi ou du côté spirituel qui s'incarne. C'est fou, c'est fou. Enfin, moi, je suis hyper admirative de tout ça et je suis hyper curieuse, j'ai très envie de lire ce tome 2 qui sortira au mois d'avril, d'après ce que j'ai compris. Mais j'ai vraiment hâte et je suis très contente de ne pas l'avoir lu trop tôt parce que du coup, j'ai moins à attendre. Quoique. Mais c'était trop bien, c'était trop bien et je peux que vous le conseiller parce que c'est fabuleux. C'est juste ça, c'est fabuleux. Et enfin, dernier roman que j'ai écouté du coup en entier pour le mois de novembre, ça a été Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier, lu par Valérie Marchand. Je me souviens que quand j'ai lu ce livre, il me semble que je l'ai déjà écouté aussi, donc c'était une réécoute, relecture. Ce titre de Gilles Le Gardinier, j'avais trouvé qu'il était parfois un petit peu long, ce que je ne ressens pas avec la version audio. J'ai beaucoup aimé redécouvrir effectivement le parcours d'Eugénie, son histoire qui effectivement se goupille de plus en plus facilement, alors qu'au départ c'est difficile. On sent que tout est pesant pour elle et qu'elle a perdu le sens de ce qui se passe dans sa vie. Et en fait, elle va retrouver ça un peu au fur et à mesure. Et c'est un bouquin qui m'a beaucoup parlé parce que je suis aussi passée par cette phase c'est pas de la dépression, mais parce que moi j'ai fait un burn-out. Mais on se retrouve en fait dans ce qu'elle vit, dans retrouver un sens, retrouver une motivation, retrouver l'envie de continuer. Donc je trouve que c'est fait avec justesse aussi. Et puis encore une fois, c'est plein d'humour. Pas tout le temps, mais il y a des réflexions qui sonnent très justes et effectivement, voilà, c'est souvent plus léger, plus voilà, on a des personnages dans lesquels on peut tous se retrouver et le contexte comment dire, parce que ça se joue en fait dans un théâtre, Eugénie et Victor. Oui, Eugénie et Victor sont pas concierges d'un théâtre, mais ce sont les régisseurs, voilà, du théâtre. Donc on a toute la vie de théâtre, comment ça se passe avec les pièces, avec les acteurs. Et ça c'est toujours hyper enrichissant, c'est un univers que je connais pas du tout, ou très très peu. Donc j'ai trouvé ça bien dépaysant et très très sympa. Vraiment, la narration par Valérie Marchand aussi est pas mal. Ça a donné je trouve ça donne des scènes qui sont parfois très cocasses avec le ton qu'elle met. Donc c'était parfait. Et enfin, dernier bouquin, voilà, dernier bouquin de la vidéo, c'était une lecture à cheval entre novembre et décembre. J'ai mis plus de 3 semaines à le lire et ça n'a rien à voir en fait avec le bouquin en lui-même, c'était plutôt que j'étais très occupée et que c'était peut-être moi qui n'avais pas choisi le bon moment pour lire ce livre. Il s'agit des Passeurs de l'Absolu, les grands écrivains et dieux d'Emmanuel Godeau aux éditions Artege. C'est un livre très très intéressant sur effectivement les grands écrivains et dieux. Donc en fait Emmanuel Godeau a pris 25 grands écrivains allant de Victor Hugo à Blaise Pascal, à Dante Alighieri, mais aussi Georges Bernanos, Antoine de Saint-Exupéry, etc. etc. C'est la question de comment ces auteurs en fait ont parlé de Dieu dans leurs écrits, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont véhiculé comme message par rapport à Dieu, quel était leur positionnement par rapport à Dieu. Et ça a été hyper intéressant. C'était parfois un poil déstabilisant aussi parce que ça tient vraiment en fait du commentaire de texte si vous voulez, mais c'est un commentaire de corpus même à chaque fois on a 10 pages sur un auteur, donc on commente tout son corpus et sa manière d'aborder Dieu dans tout le corpus. Donc c'était parfois très condensé et aussi parfois abstrait parce que si on n'a pas lu l'auteur en question et qu'on ne voit même pas qui c'est, ben c'est compliqué en fait de pouvoir s'en faire une idée. Ça peut tout à fait bien matcher parce que les extraits qui sont présentés nous parlent et d'autres fois, comme moi qui suis
un peu imperméable à la poésie. Bah, quand on parlait de poète, j'avais un petit peu du mal. Ça restait très éloigné pour moi. Donc ben voilà, mais il y en a d'autres effectivement, Bernanos, mon mari le lit beaucoup, ou Chesterton. J'ai maintenant envie de les lire, ma curiosité est piquée parce que j'ai envie de me faire mon propre avis. Et voilà, puis je trouve qu'Emmanuel Godeau a fait un vrai travail de composition en fait à la fois pour chaque auteur. On a l'impression qu'il a développé une espèce de style en fait propre à chaque auteur pour suivre sa pensée et sa manière de présenter Dieu et d'en parler. Et en même temps effectivement pour ce travail de compilation qui a dû être quand même assez pharaonique pour parler effectivement de 25 auteurs et de leur manière de vivre de leur art avec Dieu. Donc voilà, c'est un livre qui est très enrichissant mais que effectivement j'ai eu du mal à lire aussi parce que j'avais du mal à me motiver à y aller parce qu'on recommence à chaque fois un nouvel auteur et on n'est pas dans une trame narrative qui nous tient en haleine jusqu'à la fin, tout simplement. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo bilan lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des bouquins que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous intéressent, que vous connaissez, ou au contraire qui vous tentent pas du tout après mon avis. N'hésitez surtout pas à me le dire, j'essaie de répondre à vos commentaires mais je suis en retard partout, mais vraiment partout. J'essaie aussi de mettre les bouchées doubles en décembre pour lire le plus possible et baisser ma pile à lire urgente de Service Presse qui est environ à 10 bouquins. Donc voilà, je fais de mon mieux, j'ai déjà 6 livres pour le mois de décembre, on va voir à combien j'arrive. Normalement j'aurais dépassé les 150 bouquins pour 2022, ça sera déjà pas mal. Bref, ce bilan lecture est déjà bien assez long comme ça, je vais vous laisser et je vous retrouve du coup en 2023 pour vous souhaiter la bonne année et pour parler du coup de mes acquisitions de décembre 2022 et de mes lectures aussi. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, je vous souhaite une excellente fin d'année prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et merci encore d'être là avec moi. Faites de vos rêves, qu'ils soient en mots ou non.